Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un webinaire dédié au système de ventilation. Donc, nous allons attendre quelques secondes le temps que tout le monde rentre et je vais en profiter pour vous partager mon écran. Donc, normalement, vous devez voir apparaître à votre écran en partage la présentation. Et donc, en attendant que tout le monde arrive, je vais vous parler un peu du webinaire du jour. Donc, ce webinaire est enregistré. Les supports de présentation et le replay seront disponibles sur notre site internet Reset. Vos caméras et vos micros sont coupés. Et pour toutes les questions, vous pouvez utiliser le chat. L'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous parler de l'historique des systèmes de ventilation et des enjeux sanitaires qui sont liés. On vous parlera aussi de quelques documentations techniques et réglementaires qui nous servent de référence. Et l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de vous apporter des outils pour vous aider à identifier votre système de ventilation. Et nous terminerons en fait ce webinaire par quelques retours d'expérience avec quelques conseils sur les règles d'entretien. On n'abordera pas les salles à environnement maîtrisé, les spécificités liées aux établissements de santé, ni les filtres. On sera plutôt vraiment dans la vision globale, générale du bâtiment et de l'importance du renouvellement d'air. Aujourd'hui, nous aurons deux intervenants. Donc, Ambre Marchand-Maury du CEREMA. Le CEREMA, c'est le Centre d'études sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Et Christian Hills, conseiller en transition énergétique et écologique en santé, qui travaille à l'hôpital Nord-Franche-Comté, qui nous partagera ses retours d'expérience. Alors, en attendant que tout le monde puisse se connecter, je vous propose de rappeler le fonctionnement de notre programme régional RISET, donc, qui a été mis en place en 2021 à l'initiative de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, de l'ADEME et de la Banque des Territoires. C'était une action concrète du 3e plan régional santé-environnement qui se poursuit dans le PRSE 4. Le programme a vocation à vous informer et à vous accompagner pour tous les établissements qui souhaitent réaliser des économies d'énergie, améliorer l'efficacité énergétique de l'enveloppe de vos bâtiments et de vos équipements, mettre en place des énergies renouvelables, traiter aussi les enjeux liés au confort et à la qualité de l'air intérieur pour vos résidents, gérer également le risque radon et le risque lésionnel. Le pôle énergie, enfin ce programme régional est animé par le pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté, qui est un centre de ressources de la construction et de la rénovation durable. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous connecter sur le site internet du pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté. L'équipe RISET, vous commencez à nous connaître. Nous sommes trois. David Boileau, qui est le coordinateur du programme. Lynn Audrey, qui est notre conseillère en transition énergétique et écologique en santé apprentie à la ARS, qui nous accompagne sur ces missions. Et donc, moi-même, qui m'occupe plus spécifiquement des thématiques de santé au sein du bâtiment. Au sein du programme RISET, nous avons 6 grands domaines d'action en 2024, c'est-à-dire informer, vous accompagner dans le conseil, dans la construction de formations qui soient adaptées à vos besoins. Nous accompagnons également et nous testons avec des établissements lauréats d'un ancien appel à manifestation d'intérêt et nous essayons de construire des outils adaptés à vos besoins et nous coordonnons aussi le réseau des conseillers en transition énergétique et écologique en santé. D'ailleurs, l'équipe se renforce. Nous allons passer à bientôt 10 conseillers en transition énergétique. Vous pouvez voir donc leurs photos au niveau de l'écran. Nous sommes une équipe donc bientôt de 10 personnes qui couvront une grande partie du territoire. Avec le 10e conseiller, nous représenterons, nous pouvons couvrir ainsi plus de 300 établissements en Bourgogne-Franche-Comté et vous pouvez voir que leur panel d'action, les établissements sont très largement couverts au niveau de la région. Les partenaires du programme, vous retrouvez l'ARS, l'ADEME, la Banque des Territoires, mais également la CNSA et l'ANAP. Si vous souhaitez en savoir plus donc, sur le programme RISET, allez sur notre site internet dédié
que nous complétons au fur et à mesure, qui va s'enrichir au fur et à mesure des années. Alors maintenant, nous allons aborder donc les systèmes de ventilation. Je vais laisser la parole à Ambre Marchand-Maury, qui j'espère a pu nous rejoindre. Je vais couper le partage. Merci Ambre. Donc je vais te laisser la main. Donc pour Merci, nous Karine. réexpliquer donc les bases du fonctionnement d'un système de ventilation dans un bâtiment. Merci, Karine. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais commencer par essayer de vous partager le diaporama. Hop. Alors, j'espère que vous voyez bien et en grand écran. Sinon, Karine, tu m'arrêtes. On ne voit pas en grand écran. Si tu peux mettre en pleine page. Je vais arrêter le partage et le refaire, du coup, peut-être. C'est surprenant. Alors. Dans l'attente que nous réglions ce petit problème technique, pour toutes les questions, nous proposons de les poser donc dans le chat. Nous prévoyons une séquence de questions-réponses juste après chaque séquence. Si jamais il y a des problèmes de compréhension, toutefois, je pourrais interrompre Ambre justement pour que les bases soient bien actives. Est-ce que là, ça fonctionne ou pas? Oui. Parfait. Alors, moi, je vais vous parler effectivement un petit peu plus précisément des systèmes de ventilation. Comme vous l'a dit Karine, n'hésitez pas à poser des questions, surtout si je ne vous parais pas clair. Comme ça, elle m'arrêtera et je reprends. Alors, juste en 2 mots, le CEREMA, donc l'établissement dont je fais partie, c'est un établissement public administratif qui est partagé entre l'État et les collectivités territoriales. Quand je dis l'État, c'est le ministère de l'Environnement et celui de la cohésion des territoires. Historiquement, on est plus ou moins l'expert technique du ministère, un peu comme un bureau d'études, mais vraiment pour le ministère. Et petit à petit, on s'est plus orienté vers les collectivités territoriales, dans le sens où le ministère fait les réglementations, mais ce sont beaucoup les collectivités qui les appliquent. Donc l'idée, c'est d'être à cheval entre les deux. On a 6 domaines d'activité, dont la performance et la gestion patrimoniale des bâtiments. Et au sein de cette activité de performance et de gestion des bâtiments, il y a une sous-partie qui concerne la qualité des environnements intérieurs et la ventilation. Et donc, c'est celle dont je fais partie. Donc aujourd'hui, pour vous prendre le sommaire, je vais parler pendant une petite 50aine de minutes de l'art intérieur, d'abord pour vous resituer un petit peu le contexte, pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet-là actuellement. L'enjeu, vous l'avez largement vu avec l'ARS et Elodie Ostruy, donc moi je passerai très vite dessus. Et puis les déterminants, c'est-à-dire pourquoi est-ce que l'air va être de bonne qualité ou va être au contraire dégradé. Ensuite, on aura une deuxième partie vraiment sur la ventilation, où je vais vous parler rapidement des systèmes. Alors, il en existe énormément et il existe plein de variantes entre tous les systèmes. Donc, moi, je vais vous donner les grandes familles et puis après, si vous avez des questions, on pourra échanger, il n'y a pas de souci. Je vous donnerai également les points de vigilance avec les choses qui dysfonctionnent le plus couramment et puis quelques petits repères sur le plan réglementaire. Alors, on va commencer sur l'air intérieur. Donc, globalement, petit à petit, à partir de la fin du siècle, enfin du début du siècle dernier, les gens ont pris conscience, la population a pris conscience, et les pouvoirs publics également, du lien entre l'environnement dans lequel on se situe et notre santé. Donc, à partir du milieu du 19e, globalement, on a l'émergence du mouvement hygiéniste. Vous, je pense que ça vous parle, avec un certain nombre de points qui vont être décrits, puis de grandes orientations également dans l'aménagement qui vont évoluer. Donc, on commence à avoir une description, par exemple, du saturnisme au début 1800, sachant que la toxicité au plomb est connue depuis l'Antiquité, puisqu'à cette époque-là, comme vous le savez, il était très utilisé, notamment dans les crèmes que les femmes mettaient sur leur visage pour se blanchir la peau. À la fin du 19e, on découvre du coup le radium par Pierre et Marie Curie, et donc le radon, son descendant. Et on commence à cette période-là à faire les premières hypothèses entre les cancers du poumon et certaines expositions. Donc l'amiante pour ce qui était le plus visible, et puis après le radon, avec toujours une entrée très liée aux travailleurs, puisque les travailleurs sont une population particulièrement surexposée aux agents qu'ils manipulent. Donc on commence à avoir un lien entre le fait d'interagir avec notre environnement et avec certaines molécules particulières et une problématique de santé. En termes d'interdiction, on voit l'interdiction justement du plomb dans les peintures au milieu du XXe siècle, en 1950 en gros. Pour juste vous donner un petit peu des repères, dans la campagne qui a été menée par l'Observatoire de qualité de l'air intérieur dans les écoles,
en 2005, on trouvait encore par endroits de la peinture au plomb. Donc ça, c'est pour vous dire qu'une interdiction qui a lieu à un moment donné, il va falloir quand même très longtemps pour que l'environnement arrive à évacuer la molécule qui pose problème et qu'on n'ait plus du tout de soucis de santé qui soient associés à cette exposition. Ça, c'était pour l'interdiction du plomb dans les peintures. Toujours pour la moitié du siècle dernier, on a ce qu'on appelle le smog londonien. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est une petite période en hiver sur une quinzaine de jours où il y a eu des conditions d'inversion de température qui ont maintenu, si vous voulez, les particules qui étaient émises dans l'air au niveau vraiment proche de la ville, aux endroits où les gens respiraient. Et donc, comme à cette époque-là, on est en pleine industrialisation, donc il y a énormément de charbon qui est utilisé. On a une très, très forte concentration de particules. Et là, on va avoir un lien direct, sans rentrer dans des études épidémiologiques très compliquées. On se rend compte qu'on a beaucoup de morts en excès. Donc, la fourchette vous paraît très large, c'est normal. 4000, ce sont les estimations qui avaient été faites à l'époque. Ou encore une fois, ils n'avaient pas les outils statistiques qu'on a actuellement. Les dernières estimations tournent plutôt aux alentours de 12 000 morts en excès en 15 jours. Donc là, ça permet vraiment d'asseoir le lien entre l'air que l'on respire, en l'occurrence à l'extérieur, et les problématiques de santé qui peuvent en découler. Après, on a un gros événement qui va beaucoup changer la donne, notamment sur l'air intérieur. On va avoir le choc pétrolier dans les années 70, avec le moment où on va dire que finalement, l'énergie, il va falloir l'économiser et donc isoler nos bâtiments et garder l'énergie à l'intérieur. Je pense que ces préoccupations-là vous parlent, mais c'est le premier moment où on a commencé à se dire qu'il allait falloir faire quelque chose dans ce domaine-là. Et donc, à cette époque-là, effectivement, on s'est mis à isoler, mais sans considérer qu'il fallait renouveler l'air à l'intérieur du bâtiment. Et donc, on a vu apparaître ce que je vous ai mis à droite, ce qu'on appelle le syndrome des bâtiments malsains. Alors, ce syndrome, c'est un ensemble de plein de symptômes qui ne sont pas très spécifiques et qui peuvent varier d'une personne à l'autre, qui vont de l'irritation des voies respiratoires aux maux de tête, à une énorme fatigue. Donc, ce n'est pas très spécifique. Par contre, quand on commence à avoir plusieurs personnes qui souffrent de ces problématiques-là dans un bâtiment et qui n'en souffrent plus dès lors qu'elles sortent du bâtiment, ça va avoir tendance à incriminer le bâtiment en question. D'autant plus que c'est à une période bien donnée de l'histoire où on a commencé à voir apparaître ces problématiques. Toujours dans l'historique des réglementations, on a commencé par imaginer qu'il y avait peut-être un lien entre le cancer du poumon et puis l'amiante en 1906. En 1997, c'est clairement établi et on a une interdiction définitive de l'usage de l'amiante en France, quel que soit le domaine. Ça avait déjà été un petit peu restreint les années précédentes. 97, on n'a plus du tout d'amiante autorisée en France. Et au début du XXIe siècle, donc on arrive à un moment où finalement on se rend compte que l'air extérieur, on ne le connaît pas trop mal. On a une bonne idée des polluants qui peuvent se retrouver dehors, des concentrations, des sources d'émissions et de comment le gérer. Par contre, on prend conscience qu'en fait, l'air intérieur, on le connaît très très mal pour le coup. On ne sait pas trop ni ce qui se trouve dedans, ni est-ce que c'est problématique ou pas, et les ordres de grandeur de ce qu'on va pouvoir retrouver comme molécules. Dans ce cadre-là, les pouvoirs publics décident de créer un observatoire de la qualité de l'air intérieur, qu'on appelle OQAI, et que je vais vous reciter quelques fois plus tard, qui a vraiment pour objectif de fournir de la connaissance sur le sujet. En parallèle, on commence aussi à gérer un polluant spécifique, le radon, dont je vous avais évoqué le lien avec le cancer du poumon découvert au siècle précédent. Et donc, on va gérer ce radon qui ne pose souci que dans les espaces clos. Donc, on va avoir une réglementation à partir de 2002 dans certains ERP. Ce sont des obligations liées au Code de la santé publique. Et puis, dans les années 2010, on a les lois Grenelle qui apparaissent, avec notamment la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains ERP. Les premiers ERP visés, c'était les écoles, puis les crèches, les centres d'accueil d'enfants de moins de 6 ans. Les lycées et les collèges les ont rejoints en 2020 et le dispositif a évolué en 2023. Et vous savez peut-être que les établissements médico-sociaux seront concernés en 2025. On n'a pas encore la teneur exacte des obligations afférentes à cette réglementation pour les établissements médico-sociaux, mais on sait qu'il est prévu qu'ils la rejoignent. Et puis, une autre réglementation intéressante, c'est la réglementation environnementale, RE 2020, qui fait suite aux réglementations thermiques, les RT, si vous en aviez entendu parler. Et donc, cette RE 2020 va imposer maintenant l'obligation de mesure à réception des systèmes de ventilation dans le logement et dans le logement spécifiquement neuf. Donc, c'est une toute petite partie du parc, mais c'est une grande nouveauté parce qu'on a des obligations d'avoir un certain nombre de mètres cubes qui sont renouvelés dans ce type de bâtiment depuis les années 80.
et il aura fallu 40 ans pour avoir une obligation de vérifier que, effectivement, ces débits obligatoires sont bel et bien atteints. Donc voilà, vous voyez petit à petit que finalement, l'objectif des problématiques de santé, et puis au regard des problématiques et des enjeux de santé publique, parce que ça ne touche pas une personne, mais ça touche vraiment toute la population, la réglementation se met en place petit à petit pour essayer de protéger les individus. Alors, je vous ai dit qu'on avait pris conscience petit à petit, je vous ai montré quelques réglementations. Là, c'est pour vous montrer un exemple plus précis, celui de l'habitat neuf et de la ventilation dans l'habitat neuf. Donc, ça va vous permettre de voir comment ça a évolué au cours d'à peu près un siècle. Donc, début du siècle dernier, on est en plein dans le mouvement hygiéniste et on prend conscience que l'air, c'est important et que le renouvellement d'air a un lien vraiment important avec la transmission des maladies. Pour vous redonner le contexte, si toutefois vous ne l'aviez plus, on est en pleine épidémie de tuberculose à ce moment-là. Donc, on commence à parler à ce moment-là d'aération par pièce et d'aération ponctuelle. Donc, notamment dans les sanitaires, on va demander à pouvoir avoir une fenêtre pour pouvoir aérer. Dans les années 50, on passe de la notion d'aération ponctuelle à un endroit donné, notamment les sanitaires, à un moment précis, à une aération qui soit permanente, c'est-à-dire tout le temps. Et puis, dans les années 80, on va avoir des textes qui vont nous donner la notion de ventilation générale et permanente, c'est-à-dire qu'on ventile tout le logement en permanence, donc tout le temps, et puis avec une notion de balayage, c'est-à-dire que l'air, on va devoir contrôler dans quel sens il circule dans notre bâtiment. Alors ça, c'était pour le rappel historique, pour vous brosser un petit peu le contexte dans lequel on se situe. Maintenant, on a vu effectivement que petit à petit, il y a des réglementations qui se sont mises en œuvre. C'est évidemment pas pour le plaisir de réglementer, il y a une raison derrière tout ça, et notamment, c'est la question des impacts sur la santé. Donc, je vous ai déjà évoqué deux molécules qui ont des impacts bien connus pour la santé, donc le plomb et le radon, et puis l'amiante également. Donc, on a plutôt vu jusqu'à présent le côté cancérigène pour l'amiante et le radon. Maintenant, il y a plein d'autres effets sur la santé qu'on va pouvoir avoir. Je ne les détaille pas, vous avez eu le webinaire de l'ARS et il est disponible en ligne. Ce qui est important par contre que vous sachiez, c'est qu'il y a des populations plus vulnérables que d'autres. Et donc, je reviens là-dessus parce que c'est ce qui justifie la réglementation QAI dans les ERP. Cette réglementation vise en particulier les endroits, les ERP en l'occurrence, qui accueillent des publics sensibles. Donc, dans un premier temps, je vous ai dit, c'était tout ce qui était enfance et puis jusqu'au lycée. Et c'est pour ça que les établissements médico-sociaux vont rentrer également dedans, parce que les publics qui seront accueillis dans ces établissements peuvent être des publics un petit peu plus fragiles que la population générale. Alors ça, c'est un premier point. C'est la raison pour laquelle, in fine, il faut qu'on gère notre air intérieur. Maintenant, ce qui fait que cet air intérieur a un tel impact sur notre santé, ça va être deux éléments. Le premier, c'est ce qu'on appelle le budget espace-temps, c'est-à-dire le temps qu'on passe dans les différents milieux. On passe en gros minimum 80% de notre temps à l'intérieur, dans le mode de vie qui est le nôtre actuellement, jusqu'à 95% pour les jeunes enfants. Donc, globalement, évidemment, on respire beaucoup plus d'air intérieur que d'air extérieur, puisqu'on est beaucoup plus longtemps à l'intérieur et que vous aurez remarqué, comme tout le monde, que c'est difficile de rester en apnée. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que notre air intérieur, d'une part, on le respire plus, mais d'autre part, il est plus pollué que l'air extérieur. Ça peut paraître contre-intuitif parce que, comme je vous l'ai dit, l'air extérieur, on le connaît depuis longtemps. Il est très réglementé. Du fait qu'il soit réglementé, il est suivi. Et quand il y a des dépassements de certains seuils, il y a des actions à mettre en place au niveau de la population avec des alertes et c'est donc médiatisé. Donc, on en entend beaucoup plus parler. De ce fait, on a conscience que l'air extérieur est pollué. L'air intérieur, c'est évidemment plus complexe parce que c'est différent d'un bâtiment à l'autre. Et donc, on n'a pas d'alertes qui vont faire la une des médias quand l'air intérieur du bâtiment dans lequel on se situe est pollué. Mais de fait, quand on fait des mesures, donc le fameux observatoire dont je vous parlais, le QAI, a fait des campagnes de mesures dans différents bâtiments. Là, c'est dans des logements et ça date de 2005. Et vous voyez globalement pour chaque barre de l'histogramme, un polluant différent mesuré en intérieur et en extérieur. On voit deux choses. La première, c'est qu'il y a beaucoup plus de barres côté intérieur qu'extérieur. Donc, on retrouve beaucoup plus de polluants différents dans l'air intérieur que dans l'air extérieur. La seconde, c'est la hauteur des barres en question. Globalement, vous remarquez qu'il y a beaucoup plus que les concentrations sont bien plus élevées en intérieur qu'en extérieur.
Les chiffres qui vous sont donnés sont en microgrammes par mètre cube et ce sont les médianes. Peu importe. Ce qui est important de voir, c'est la tendance, c'est de voir qu'effectivement, en intérieur, on a plus de polluants et des concentrations plus élevées. L'OMS donne un ordre de grandeur en disant que l'air intérieur est 8 fois plus pollué. Alors, pourquoi est-ce qu'il est plus pollué? Globalement, vous avez appris comme moi il y a de nombreuses années qu'une concentration, ça dépendait de la quantité de molécules qu'on va avoir, donc des émissions, et du volume de dilution dans lequel on émet ces émissions. Dans l'air intérieur, si je prends mon petit bâtiment, on va avoir des émissions de l'extérieur qui vont rentrer, les sources extérieures, et puis on va avoir deux autres types de sources qui vont émettre des molécules potentiellement polluantes spécifiquement à l'intérieur. Il va y avoir toutes les activités qu'on fait à l'intérieur, le ménage, la cuisine. Globalement, vous utilisez rarement de la javel en extérieur et vous ne cuisinez pas tous les jours dehors. Le barbecue, ça reste quand même assez marginal. Donc, on va faire un certain nombre d'activités comme ça chez nous ou dans les bâtiments dans lesquels on se situe qui vont émettre des molécules qu'on n'émet pas tellement dehors. Et puis, il y a tout ce qui est le bâtiment lui-même, en fait, les matériaux de construction et d'aménagement. L'exemple le plus flagrant, c'est celui de l'amiante, évidemment, mais c'est vrai, en fait, de plein d'autres molécules qu'on va retrouver dans le bâtiment et pas dehors. Typiquement, là, vous avez les pots de peinture, vous avez effectivement le mobilier. À l'intérieur de tout ça, vous allez avoir pas mal de composés organiques volatiles qui vont donc être émis à l'intérieur et pas dehors. Donc, on a des sources en plus. Et au-delà de ça, on a un volume de dilution qui est bien plus faible dans un bâtiment que dans l'atmosphère en général. Alors, il y a quelques années, ça posait qu'à moitié souci. D'une part parce qu'on vivait beaucoup plus dehors qu'actuellement, d'autre part parce qu'on vivait moins vieux aussi, donc forcément, on n'avait pas le temps de développer les mêmes pathologies, mais également parce que les habitats ne ressemblaient pas du tout à ce qu'on a maintenant. Vous avez un dessin en haut d'un habitat dit vernaculaire, bref, d'une ferme ancienne, dans laquelle, si vous avez déjà pénétré dans ce genre de grange maintenant, quand elles n'ont pas été réhabilitées, vous sentez les courants d'air de partout. Donc, globalement, il y a de l'air qui circule. Maintenant, si vous regardez la photo d'en dessous, quand on construit un bâtiment, on travaille sur l'étanchéité à l'air. D'ailleurs, elle est mesurée et ça fait partie des indicateurs qui sont suivis. Et on va s'assurer que l'air ne pénètre pas par des entrées parasites. Donc, on ne va plus avoir d'air qui circule comme on avait par le passé. Forcément, on va être confiné dans le volume d'air qui est celui du bâtiment. En tout cas, si on n'a pas un système de renouvellement d'air fait exprès. Alors, mon fameux renouvellement d'air, ça va être le sujet sur lequel je vais maintenant approfondir un petit peu les explications. Les sources d'émissions, c'est aussi un sujet, mais ça ferait l'objet peut-être d'autres webinaires. En tout cas, là, sur le renouvellement d'air, on va avoir trois grandes voies. Les défauts d'étanchéité à l'air, ce sont toutes les fuites dans l'enveloppe du bâtiment. J'appelle enveloppe du bâtiment tout ce qui fait l'interface entre le bâtiment et l'extérieur. Donc, les quatre murs, le toit, le sol. À chaque fois que vous avez des fuites à l'intérieur de ces parois, vous avez des défauts d'étanchéité à l'air. Dit comme ça, si vous n'êtes pas originaire du milieu du bâtiment, ça paraît surprenant, mais en fait, il y a des fuites un peu partout dans un bâtiment. Une deuxième voie, c'est la ventilation. On va y passer largement du temps après, mais la définition, en gros, c'est un système, donc un équipement du bâtiment, qui peut être soit passif, soit actif, on y revient, et dont le but, c'est vraiment de renouveler l'air à l'intérieur. Et puis la dernière voie, c'est l'aération. Alors moi, ce que j'appelle aération, c'est le fait d'ouvrir les portes et les fenêtres qui donnent sur l'extérieur. Donc c'est une action des occupants. Quand je dis moi, ce que j'appelle aération, ce n'est pas juste moi, évidemment, c'est sur le plan technique. Vous aurez remarqué tout à l'heure que quand je vous donnais la chronicité de l'évolution des réglementations en ventilation, le terme aération et le terme ventilation sont pris de manière générale l'un pour l'autre. Et sur le plan technique, on sépare bien les deux. Maintenant, si on fait une gradation entre ces différentes voies, on part globalement de la moins volontaire et moins contrôlable, parce que les défauts d'étanchéité, on ne sait même pas où ils sont. Évidemment, les flux d'air qui transitent à l'intérieur, on ne les maîtrise pas. À celle qui n'est que volontaire, qui dépend exclusivement des usagers, qui est l'aération. Alors là, c'est pour vous montrer un exemple de défaut d'étanchéité. Vous voyez entre l'ouvrant et le dormant, c'est-à-dire entre la partie de la fenêtre qu'on manipule et celle qui reste vraiment intégrée dans le bâti. Vous voyez l'espèce de ligne noire, en fait, c'est qu'il n'y a pas de joint. Donc, globalement, vous avez de l'air qui peut circuler par là. Sur le schéma de droite, vous avez tous les points qui sont des entrées classiques d'air, de fuite d'air parasite. Notamment tout ce qui est électricité est connu pour être assez fuyard. Et puis également tout ce qui est menuiserie. Alors, ma ventilation. La ventilation, elle a trois actions principales. La première, c'est d'introduire de l'air extérieur dans le bâtiment. Pourquoi? Je vous ai dit que l'air extérieur, en fait, était globalement moins pollué que l'air intérieur. Donc, on veut le faire rentrer à l'intérieur.
Ensuite, une fois qu'il est à l'intérieur, on va vouloir le faire circuler. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une notion de balayage avec une logique dans la manière dont on allait faire circuler l'air. Donc, il va falloir mettre la terre en mouvement. Et la troisième partie, une fois que l'air a circulé dans le bâtiment, il va s'être chargé des polluants qu'il a croisés au passage. On va évacuer ça à l'extérieur. L'objectif, c'est vraiment de renouveler l'air de l'intérieur du bâtiment qui est plus vicié en introduisant de l'air extérieur. Alors, si je regarde un petit peu mes différentes phases. Là, je vous ai pris l'exemple d'une ventilation simple flux. Globalement, c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de bâtiments. Donc, on va avoir des entrées d'air, comme vous le voyez sur le petit rond 1. Vous avez des petites réglettes dans les fenêtres, derrière laquelle vous avez une mortaise, c'est-à-dire un trou dans la fenêtre qui permet à l'air de rentrer. Ensuite, l'air va circuler dans le bâtiment. Il passe de locaux à pollution non spécifique, c'est-à-dire des pièces de vie, donc les bureaux. Dans un bâtiment d'habitation, ça va être également les chambres ou le salon. Il va circuler dans le bâtiment, éventuellement dans les circulations, les couloirs. Et puis, il va être extrait dans les locaux à pollution spécifique ou dans les pièces humides. Donc, typiquement, tout ce qui va être cuisine, salle de bain et ou toilette. L'air rentre par les pièces en fait, où on est le plus présent, il circule dans le bâtiment, il se charge petit à petit de polluants et il est extrait dans les pièces où, d'une part, on est moins souvent présent, d'autre part, on a des polluants qui sont émis en plus. Pour qu'il circule, comme ce n'est pas magique, il faut qu'il y ait de la place, c'est-à-dire que quand on ferme les portes, il faut qu'on ait un détalonnage, c'est-à-dire un espace entre le bas de la porte et le seuil, un espace de 1 cm, ou à défaut, comme vous le voyez sur l'image de gauche, une grille de transfert. Ça, c'est pour la circulation. Troisième partie, on va avoir l'extraction avec des bouches d'extraction. Donc là, vous en avez 2 modèles. Il en existe bien d'autres. Mais l'idée, voilà, c'est de toute façon d'extraire à travers cette bouche. Ensuite, l'air suit la gaine jusqu'à un ventilateur et va rejeter son air vicié en extérieur. L'aération, je vous ai dit que c'était l'action d'ouvrir les portes et les fenêtres qui donnent sur l'extérieur. C'est complémentaire à la ventilation, on va le revoir juste après. Simplement pour que vous ayez des repères en termes d'aération efficace. Globalement, quand vous ouvrez en traversant et en grand, il faut un temps très court pour renouveler tout l'air de la pièce. De manière sensorielle, vous l'avez peut-être déjà aperçu, quand vous ouvrez en grand une porte et quand vous ouvrez en grand la fenêtre, si vous avez une pile de papier sur votre bureau, tout s'envole. C'est une bonne preuve qu'il y a un bon renouvellement d'air. Ce n'est pas pratique pour les papiers, je suis d'accord. Maintenant, si vous fermez un côté et que vous ouvrez de l'autre, votre air va mettre beaucoup plus de temps à se renouveler, à peu près le double. Donc là, encore une fois, sur le plan empirique, vous avez déjà remarqué qu'en ouvrant que d'un côté, globalement, vous avez quand même moins de courant d'air. Et après, vous avez ce qu'on appelle l'oscillobattant, qui lui est agréable pour avoir une sensation de courant d'air, mais qui va mettre très très longtemps à renouveler l'air de la pièce, donc ce n'est pas hyper adapté pour faire de la ventilation. Ce qui est intéressant, c'est l'étude de Santé publique France dans la cohorte Esteban, qui montre que les personnes qui déclarent avoir l'habitude d'aérer sont globalement moins contaminées à différents polluants qu'on a mesurés dans leur corps que les personnes qui n'ont pas ces habitudes-là. Donc, les polluants incriminés, en l'occurrence, c'était les perfluorés, puis les retardateurs de flammes brûlées. Peu importe, en tout cas, ce qui est intéressant à retenir, c'est que l'aération a vraiment un impact, d'une part, sur l'air que l'on respire et d'autre part, sur la contamination que cela engendre. Alors maintenant, je vous ai dit qu'il y avait une interaction entre ces voies de renouvellement d'air et que notamment, il y avait une complémentarité entre l'aération et la ventilation. Donc, si vous voulez bien, on va se focaliser sur la partie de gauche pour commencer. On prend une école et on regarde le CO2, l'évolution du dioxyde de carbone dans le temps. Quand on met tous nos élèves à 8 h du matin, c'est un peu vieux, à 300 ppm. ppm, c'est parti par million. Actuellement, on est plutôt à 400 d'heures. Donc, on va dire qu'on est à 400 ppm. Au bout de 2 heures de cours, comme tout le monde a respiré, qu'on n'a pas de ventilation, on monte à 3800 ppm. C'est beaucoup. Globalement, on aimerait être en dessous de 800. Vous vous en souvenez peut-être avec la crise Covid. À la récréation, tout le monde sort, on ouvre grand et on a une chute drastique de la concentration de CO2 parce qu'on perd quand même 2000 ppm. Et puis, après l'interclasse, on recommence et donc on monte plus haut vu qu'on était descendu forcément plus bas. Ça, c'était un cas d'école sans ventilation. Maintenant, la même chose avec une ventilation. C'est ce qu'il y a en dessous. Vous voyez qu'on part de la même concentration de CO2, mais qu'on va monter moins haut. On va écrêter le pic. Pourquoi? Parce qu'en même temps qu'on émet, alors il y a toujours 30 élèves, donc on émet toujours du CO2, mais la ventilation, petit à petit, renouvelle l'air, donc elle dilue ce CO2. Et ce qui fait qu'on va arriver beaucoup moins haut, on va arriver par exemple à 1100 ppm. Ce qui est également intéressant, c'est que vous voyez à l'intercours, ils n'ont pas ouvert les fenêtres. Et donc on voit qu'en un quart d'heure, la même durée que pour la courbe au-dessus, au lieu de passer de 3800 à 1600 ppm, donc de perdre 2000 ppm, on passe de 1100 à 700 ppm. Donc là, on a perdu seulement 400 ppm. Donc là, vous voyez bien l'intérêt d'avoir les deux. La ventilation, elle vous évite de monter trop haut.
Par contre, l'aération, c'est quand même très efficace pour abattre rapidement des concentrations de polluants. Là, c'est le CO2. Le CO2, il n'est pas dangereux pour la santé. Mais si vous avez du CO2, vous avez un air confiné, potentiellement, vous avez plein d'autres polluants à l'intérieur. Donc, c'est quand même intéressant de garder cette possibilité d'aérer. Également, je profite pour vous dire, parce que ça fait partie des discours qu'on entend souvent, vous n'allez pas faire dysfonctionner un système de ventilation, en tout cas pas de manière durable, parce que vous aérez. Une aération, on l'a vu, pour qu'elle soit efficace, c'est de courte durée et c'est en grand. Donc peut-être que pendant 10 minutes, vos systèmes de ventilation vont tourner un peu dans le vide. C'est quand même pas dramatique, quand vous allez refermer, ils vont se remettre très très bien. Par contre, si vous n'aérez pas, vous voyez, il faut beaucoup plus de temps pour redescendre les concentrations de polluants élevées. Donc pour le bâtiment, ce n'est pas forcément grave. Par contre, pour les gens qui respirent à l'intérieur, ça fait toute une partie de temps où vous allez respirer des concentrations qui sont encore élevées de polluants. Ça, c'était l'interaction ventilation-aération. Maintenant, il y a une autre interaction entre ventilation et défaut d'étanchéité. Si vous regardez le schéma de gauche, avec une faible perméabilité, c'est-à-dire un bâtiment très étanche, globalement, l'air est aspiré. Vous avez une espèce de petit schéma de petits trous, c'est le ventilateur qui extrait l'air, donc il crée une dépression. Et comme il crée une dépression et que la nature n'aime pas tellement les déséquilibres, l'air va rentrer passivement par toutes les entrées d'air qui se situent dans les pièces de vie, donc le séjour et les chambres, pour compenser cette dépression. Et donc, vous avez ce fameux balayage, l'air qui rentre dans les pièces et qui circule jusqu'aux extractions. Ça, c'est le cas où tout fonctionne bien. Et on a le débit qui a été calculé pour que les entrées d'air correspondent à ce qui est extrait. Maintenant, vous prenez la figure tout à droite, et là, vous avez une forte perméabilité. C'est-à-dire que vous avez plein de petits trous un peu partout, notamment dans le salon. L'air, comme il est toujours assez feignant, il va passer par les trous les plus proches de l'endroit où il est extrait. Donc, votre extraction, c'est la cuisine, c'est les toilettes et salle de bain. À cet endroit-là, il y a une dépression. L'air va rentrer le plus vite possible pour combler cette dépression. De fait, il va beaucoup rentrer dans le séjour, qui va être surventilé. Mais du coup, la dépression ne va pas se répercuter jusque dans les chambres, puisque tout est compensé par le salon. Donc, on va avoir de fait une sous-ventilation dans les chambres. Tout ça pour vous dire qu'en fait, une ventilation fonctionne d'autant mieux que le bâtiment est étanche. Alors, si je fais une petite synthèse de mes 3 voies de renouvellement d'air, je ne vous redonne pas les définitions, je pense que c'est bon. Pour les défauts d'étanchéité, sachez que la tendance est clairement à la baisse. On va avoir des bâtiments de plus en plus étanches, donc globalement, c'est une voie par laquelle on a de moins en moins d'air qui passe. Pourquoi? Parce qu'on tâche de maîtriser nos dépenses énergétiques. En vrai, pour l'air intérieur, ça peut être bien si on a un autre système de renouvellement d'air. Et par contre, si vous êtes dans une vieille bâtisse dans laquelle tout le renouvellement d'air reposait sur les défauts d'étanchéité, que vous étanchéifiez votre bâtiment, si vous ne mettez pas en place de système de ventilation, vous vous retrouvez globalement dans un bocal, dans un endroit où il n'y a plus d'air qui se renouvelle. Donc, les points de vigilance, c'est attention quand on va rénover un vieux bâtiment, si tout reposait sur les défauts d'étanchéité. Maintenant, le défaut d'étanchéité, ce n'est pas la voie royale pour renouveler l'air. Parce qu'on va avoir un renouvellement d'air aléatoire, on ne sait pas où sont situés nos défauts, ce serait quand même beaucoup de chances que ça se situe de manière à renouveler l'air en ayant un balayage optimal du bâtiment. Et d'autre part, parce que ça peut aussi condenser dans les parois et donc on peut avoir un risque de contamination fongique avec de la condensation dans les parois. Bref, ce n'est pas l'idéal, mais quand on n'a que ça, il faut quand même être très vigilant. La ventilation, donc on revient sur les systèmes, c'est obligatoire dans le logement neuf. Voilà, donc dans le logement neuf, globalement, on est dans le cas entre guillemets idyllique chez nous. Par contre, pour tout le reste, donc le logement pas neuf, donc la rénovation, et puis tout ce qui va être tertiaire, c'est beaucoup moins cadré. Et en l'occurrence, dans le tertiaire, ça n'est même pas obligatoire dans le neuf. C'est à mon sens une aberration, mais ça n'est pas obligatoire. Les points de vigilance, pour le coup, ça va être particulièrement quand vous rénovez du bâti ancien, de bien penser à mettre un système de ventilation, puisque ça n'est pas obligatoire. Il n'y aura pas forcément quelqu'un pour vous le dire. C'est important néanmoins parce que sinon, vous allez non seulement dégrader l'air intérieur et la santé des occupants, mais éventuellement le bâti aussi, parce que la première raison pour laquelle on a mis des ventilations historiquement, c'était quand même pour évacuer l'humidité. Trop d'humidité dans un bâtiment, ça fait de la moisissure, et la moisissure, elle est délétère même pour la structure du bâtiment. Maintenant, la vigilance pour la ventilation, c'est qu'il faut qu'elle fonctionne bien. Pour bien fonctionner, il faut qu'elle soit conçue comme il faut, qu'elle soit mise en œuvre, réalisée comme il faut, et qu'elle soit entretenue comme il faut. Ça fait quand même 3 points qui sont rarement tous les 3 d'équerre. Donc, il y a un certain nombre de points de vigilance qu'il faudra avoir sur ces sujets-là en tant que maître d'ouvrage. Et après l'aération, alors l'aération, elle a été de nouveau remise au goût du jour pendant la crise Covid. Depuis, il y a eu la crise de l'énergie qui est revenue par là et on est de nouveau sur une pratique plutôt en baisse. De toute façon, depuis plusieurs années, les gens ont plutôt perdu l'habitude d'aérer.
De toute manière, alors c'est intéressant en complément de la ventilation. Néanmoins, compter sur l'aération exclusivement pour renouveler l'air d'un bâtiment, c'est quand même très joueur parce que même si vous sensibilisez les occupants de votre bâtiment, les occupants vont changer dans le temps et donc vous avez quand même un risque que finalement le bâtiment ne soit pas aéré comme vous l'imaginez. C'est pour ça que compter seulement sur l'aération dans le cadre d'un bâtiment tertiaire, c'est quand même pas une idée très adaptée. Voilà pour la partie aération. Pour la partie qualité de l'air. Maintenant, je vais partir plus sur la ventilation. Je reprécise ce que vous a dit Karine en introduction, c'est-à-dire que je parle de manière générale, pas pour des salles blanches, pas pour des salles qui font l'objet de réglementations spécifiques. Les principaux systèmes, on va les couper en deux familles. Il va y avoir la ventilation naturelle et la ventilation mécanique contrôlée. Naturelle, ça veut dire que, comme son nom l'indique, ça repose que sur des phénomènes naturels. On ne mécanise rien du tout. Donc, ce qui va permettre de renouveler l'air, c'est toujours de toute manière des systèmes de pression-dépression. Qu'est-ce qui va faire question de pression-dépression dans la nature? Ça va être le vent. Donc, il va y avoir un effet simplement de vent, de tirage éolien. Et puis, ça va être les différences de température. Vous avez déjà remarqué que globalement, l'air chaud a tendance à monter. Donc, globalement, ça va faire plutôt un appel d'air au niveau du bas du bâtiment. Et si vous avez un conduit un peu haut, avec une grande différence de hauteur, ça va avoir tendance à aspirer l'air et donc à renouveler l'air de cette manière-là. Voilà pour la ventilation naturelle. Maintenant, on a des ventilations mécaniques contrôlées que j'appellerai pour la suite VMC. Il peut y avoir simple flux, double flux. Simple flux, on a juste un moteur qui va extraire l'air vicié. C'est le cas dans lequel je me suis située dans tous les exemples précédents. Et puis, on va avoir la double flux, où pour cette fois-ci, l'air qui va rentrer ne rentre plus de manière passive simplement parce qu'il y a une dépression générée par une extraction, mais on va venir l'insuffler. On va le prendre à l'extérieur, on choisit où on l'attrape. On va le faire circuler dans les gaines, parfois le préchauffer, parfois le filtrer, c'est possible. Et après, on va aller l'insuffler dans les pièces qui nous intéressent. Dans le tertiaire, vous avez le droit à la ventilation naturelle par conduit. Donc on ne se contente pas de mettre des grilles hautes et basses, on doit avoir un conduit quand même pour avoir un effet de tirage thermique. Et puis, vous avez le droit à la ventilation mécanique, toutes les ventilations mécaniques, on y revient après. La, entre guillemets, ventilation naturelle par au fond extérieur. Donc, vous comprenez que ce n'est pas de la ventilation, c'est de l'aération. Je vous ai dit, dans la réglementation, les termes sont pris indifféremment l'un pour l'autre. Donc, le fait de simplement ouvrir des fenêtres, c'est admis sous condition. Encore une fois, je vous le décommande sérieusement dans toutes les études qu'on fait, c'est franchement pas une bonne idée pour l'air intérieur. Alors, si je fais une petite synthèse. Ma ventilation naturelle, on a vu les forces motrices. Globalement, on n'a pas beaucoup d'équipement. Donc, vous imaginez bien en coût que c'est pas très cher à mettre en œuvre. On n'a, entre guillemets, pas de panne, à part avoir une panne de vent, mais ça ne se dit pas de cette manière-là. Et puis, on va pouvoir éventuellement assister un petit peu à la mi-saison quand on n'a pas de grosses différences de température intérieure-extérieure, donc peu de tirage thermique. On va pouvoir ajouter un petit moteur qui fonctionne que de manière intermittente. Les inconvénients, c'est que par contre, on va avoir une surconsommation d'énergie en hiver, où il y a un gros delta de température intérieure-extérieure, et de l'inconfort. Et puis, les performances, comme je vous l'ai dit, c'est soumis à la météo, notamment aux différences de température intérieure-extérieure et aux questions de pression liées au vent. Donc, ça fonctionne plus ou moins, ça ne tombe pas vraiment en panne, mais ça fonctionne plus ou moins, encore une fois, en fonction de paramètres qu'on ne maîtrise pas du tout, qui sont des paramètres extérieurs. Notre VMC simple flux, comme pour la double flux, les VMC, c'est un ventilateur qui fait que ça fonctionne. Donc, c'est une force mécanique qu'on va alimenter avec de l'électricité. Équipement, on va avoir entrée d'air, bouche d'extraction, les gaines qui relient les bouches d'extraction au caisson moteur, de nouveau des gaines et une grille de rejet en extérieur. L'avantage, c'est qu'on maîtrise les débits cette fois-ci. Notre ventilateur, on le règle, on dimensionne nos gaines et puis nos bouches pour avoir quelque chose qui soit maîtrisé. Et on choisit dans quel sens circule l'air, évidemment. C'est évidemment un petit peu plus cher, mais ce n'est pas non plus des prix astronomiques. Ça demande de l'entretien, parce qu'il va falloir nettoyer tout ce petit bazar. Ça va être présenté dans la présentation suivante. Et puis, les performances réelles sont soumises à des conditions cette fois non pas extérieures, mais liées au système, à l'équipement lui-même. Il va falloir qu'il soit encore une fois conçu, mis en œuvre et entretenu comme il faut pour fonctionner. La double flux, c'est le même principe, si ce n'est qu'on va avoir le double de gaines et qu'on va avoir des bouches d'insufflation. On peut avoir ou pas un échangeur thermique. Ça n'a pas grand intérêt de ne pas en avoir quand même. C'est un peu toute l'idée de la double flux, c'est d'avoir un échangeur thermique. Et on peut rajouter des filtres. Donc, on va pouvoir éventuellement traiter l'air entrant aussi. On aura des meilleurs résultats en énergie puisqu'on récupère les calories de l'air vicié. Attention, les calories. Moi, je ne parle pas de recyclage de l'air.
Par contre, ça coûte évidemment beaucoup plus cher, c'est plus difficile à mettre en œuvre, notamment dans du bâti ancien, et puis ça demande plus d'entretien. Encore une fois, pour que ça fonctionne après, il va falloir que ce soit conçu, mis en œuvre et entretenu. Alors, les principaux défauts qu'on va avoir. Il y a des défauts de conception ou de mise en œuvre sur chantier. Pour qu'on ait un bon balayage, vous avez bien compris le principe, c'est qu'il faut éloigner l'entrée d'air de l'extraction pour que l'air circule entre les deux. Donc, globalement, pas le schéma que vous voyez en haut à gauche, celui qui est barré en rouge, où vous avez l'entrée d'air juste à côté de l'extraction. Là, vous avez renouvelé 1 mètre carré d'air sur l'ensemble de votre pièce, peut-être 1 mètre cube, on va dire. La partie à droite, par contre, correspond à ce qu'on veut. Donc ça, c'est schématique. Et si vous regardez à droite, vous voyez que ce sont des choses qu'on repère réellement dans les bâtiments. Je vous invite à regarder éventuellement chez vous ou dans les bâtiments que vous fréquentez. C'est quand même pas si rare de voir une entrée d'air juste à côté d'une extraction. Et puis, donc, la photo que vous avez à droite, c'est une bouche d'insufflation à côté d'une bouche d'extraction. C'est presque rigolo, sauf que encore une fois, c'est une photo, donc c'est quelque chose qu'on voit en vrai. Et vous vous doutez bien que là, ça ne sert à rien du tout. Ça, c'est pour où on prend l'air et où on le rejette. Maintenant, il y a aussi une question entre les deux de trajectoire de gaine. La première image que vous avez, votre gaine, elle est complètement coupée par une solive qui passe dessus. Donc là, l'air ne passe pas à travers. C'est comme tout à l'heure, je vous disais, il me faut un détalonnage sous une porte. Une gaine, il faut qu'elle soit sur toute sa section, sur toute la longueur. Sinon, l'air est bloqué. La deuxième photo, vous avez des espaces de circonvolution. Et là, vous avez de la perte de charge à chaque fois. En plus, vous avez des points bas, donc vous avez de la condensation. Bref, tout ça, ce n'est pas du tout conforme aux bonnes pratiques. Et la photo de droite, alors elle pourrait faire le pendant de la photo que vous avez en haut avec la bouche d'insufflation et la bouche d'extraction. Là, c'est le rejet d'air vicié à l'extérieur qui est situé juste à côté de la prise d'air neuf, donc à l'extérieur. Du coup, il y a un recyclage qui va forcément se faire. Normalement, le règlement sanitaire départemental demande à ce que ce soit espacé de 8 mètres. Là, vous voyez bien qu'on ne les a pas. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur de la problématique à l'heure actuelle, dans le logement neuf, sachant que le logement neuf, je vous ai dit, c'est le cas idyllique où on a une réglementation et on a des gens formés. On a quand même 50% de non-conformité à réception des systèmes de ventilation. Donc, vous imaginez bien qu'en rénovation et dans le tertiaire, c'est probablement bien pire que ça. Donc, pendant le chantier, encore une fois, il y a des vigilances à avoir, ne serait-ce qu'en termes de stockage. On bouche nos gaines, on met des bouchons pour éviter qu'elles se contaminent et qu'elles se salissent avant même de rentrer en service. Pareil, je vous ai dit qu'on avait des modules d'entrée d'air et que de l'autre côté, on avait des mortelles, c'est-à-dire un trou pour que l'air circule. Il y a une façon de le percer. Vous voyez qu'il y a une section qui doit être respectée. Si on fait des petits trous à la perceuse, évidemment, on n'a pas la section. Je vous ai également dit qu'il fallait que l'air puisse circuler sous les portes. Faites le test chez vous ou dans les bâtiments que vous occupez. Très souvent, vous n'avez pas 1 centimètre pour que l'air passe. Alors maintenant, en termes de réglementation. Dans le tertiaire, c'est un petit peu saugrenu. On va réfléchir en débit d'air en fonction du statut des occupants. Ceux qui sont salariés sont soumis au Code du travail. Les autres sont soumis au règlement sanitaire départemental qu'on appelle RSD. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change les débits qu'on va octroyer à chacun. Dans le Code du travail, globalement, le débit d'air neuf à introduire pour un bureau, donc un endroit où vous travaillez mais sans activité physique, ça va être 25 mètres cubes heure par personne. La même chose si vous prenez les bureaux ou locaux assimilés dans le RSD, donc avec des personnes qui ne sont pas des salariés ou des gens soumis au Code du travail, c'est 18 mètres cubes heure par personne. Il n'y a absolument aucune justification, ni technique ni scientifique. Vous ne respirez pas moins quand vous êtes plus salarié. C'est comme ça qu'il faut calculer, en tout cas. C'est ce que nous imposent les textes. Ce que je tenais à vous dire, c'est que pour une salle, pour dimensionner le volume d'air que vous allez devoir renouveler, il va falloir sommer le nombre de personnes que vous allez avoir en fonction de leur statut. Donc, je prends l'exemple d'une salle de classe parce que c'est ce que je connais le mieux. Vous pouvez certainement le transposer dans vos milieux à vous. Si vous avez 30 élèves et un professeur, les 30 élèves sont soumis à RSD. Donc, ça fait 18 mètres cubes heure fois 30 élèves, plus 25 mètres cubes heure fois une personne pour le professeur. Et c'est la somme de tout ça qui correspond au débit que vous devez avoir par heure dans votre pièce. Vous savez peut-être qu'actuellement, on est dans une phase où globalement, on rénove assez massivement, on essaie de massifier la rénovation énergétique. Il y a un certain nombre de réglementations qui vont s'appliquer dans ces cadres de rénovation. Soit la réglementation thermique élément par élément, soit la réglementation thermique globale. Donc, je suis bien dans la rénovation cette fois-ci, plus dans le neuf. Pour savoir si vous êtes dans l'un ou dans l'autre, vous avez 3 questions à vous poser. Est-ce que votre bâtiment est construit après 48? Si la réponse est non, c'est forcément la RT élément par élément. Est-ce que la surface hors œuvre nette est inférieure à 1000 m²? Si la réponse est non, encore une fois, c'est forcément la RT élément par élément. Si oui,
est-ce que le montant des travaux de rénovation énergétique que vous prévoyez sont inférieurs à 25% de la valeur du bâtiment, sachant qu'il y a des ABAC qui vous donnent la valeur du bâtiment. Donc, si la réponse est non, encore une fois, on est sur la RT élément par élément. Autrement, on est sur la RT globale qui est un petit peu plus exigeante. Alors, je ne vous détaille pas les deux RT, je vous donne juste ce qui concerne la ventilation à l'intérieur de ces RT. La RT globale, donc vous avez vu, c'est pour un pouillème de bâtiment, c'est ce qui correspond aux trois conditions vues précédemment. Quand on a un système de ventilation, il faudra le conserver. Mais s'il n'y en a pas un, il faudra mettre en place un système qui assure un renouvellement d'air à minima. Ça veut dire à minima des entrées d'air dans les pièces de vie ou une ventilation générale et permanente. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, dans le calcul thermique qu'il est obligatoire de faire, il y a un système par défaut. Donc, les bureaux d'études ont tout intérêt quand même à mettre un système performant pour avoir des meilleurs résultats en études thermiques. Donc, on n'a pas trop de soucis quand on est sur la RT globale. Par contre, vous avez vu que la grosse majorité des cas, on est dans la RT élément par élément. Et là, on a beaucoup moins de garde-fous. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué de s'assurer d'avoir un renouvellement d'air quand on se situe dans ce cadre-là. On va quand même devoir conserver les entrées d'air quand il y en a. On est censé ajouter des entrées d'air. Mais par contre, on n'est pas obligé de mettre en place un système de ventilation et vous n'êtes pas défavorisé si vous n'en mettez pas un en place. Donc, c'est intéressant pour vous de savoir que quand même, on est obligé de garder les entrées d'air et de conserver les grilles hautes et basses, sauf si on met en place un autre système de ventilation, parce que les artisans ne le savent pas nécessairement. Et dans les marchés publics, ça peut être vraiment des choses qui vont être intéressantes de bien noter et également de bien vérifier lors des travaux. Voilà, donc j'ai dû largement prendre mon temps. Au total, si je dois vous résumer la démarche, ce qui est intéressant à faire dans le cadre bâti, c'est de partir du principe que de toute façon, il est très peu probable que vous ayez des bâtiments dans lesquels le renouvellement d'air fonctionne bien. Globalement, il y a peu de bâtiments dans le tertiaire pour lesquels c'est le cas, en tout cas dans les bâtiments déjà existants. Donc, on a tout intérêt à faire un diagnostic de l'existant. Petit 1, il va falloir répertorier les usages. Est-ce qu'on est soumis au RSD ou est-ce qu'on est soumis au Code du travail? Est-ce qu'on est soumis peut-être même à d'autres réglementations en plus? Ça vous donne une idée du débit que vous devez avoir. Deuxièmement, quels sont les éléments qui sont en place? De manière assez générale, vous n'avez pas un système de ventilation cohérent, mais il y a des bouts de système de ventilation qui ont été rajoutés au fur et à mesure des rénovations, des agrandissements, enfin bref, au fur et à mesure de la vie du bâtiment. Donc, regardez ce qui est en place, regardez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et si possible, ce n'est pas obligatoire, mais si possible, faire des mesures, ça vous permet de vous donner un état zéro et de savoir où vous en êtes à un instant T pour après pouvoir programmer vos travaux. Lors de travaux, alors, idéalement, bien sûr, que j'aurais envie de vous dire de mettre un système de ventilation de partout. Je sais bien que ce n'est pas ce qui se passe dans la vraie vie. Par contre, vous allez probablement avoir des travaux à faire dans les années à venir, en tout cas pour tous ceux qui sont soumis au décret tertiaire. Et il y a quand même un certain nombre de bâtiments qui sont soumis au décret tertiaire. Donc là, pensez bien à embarquer dans les travaux la ventilation, parce que sinon, vous vous retrouvez dans le cadre qu'on a vu au tout début avec cette histoire de syndrome de bâtiment malsain, des bâtiments qui ne sont pas conçus pour être étanches à l'air, qui vont être étanchéifiés. Et si vous ne rajoutez pas un renouvellement d'air, globalement, vous allez vous mettre dans une boîte. Les préconisations seront vraiment à intégrer dans les CCTP parce que c'est très mal connu actuellement du monde professionnel du bâtiment. Donc, il ne faut pas imaginer que par défaut, ça va être tout bien fait. Si vous prenez une maîtrise d'œuvre ou si vous prenez le premier BE qui vient, vous avez tout intérêt à intégrer des points de vigilance. Et j'ai bien mis idéalement parce que vous n'avez pas d'obligation à l'heure actuelle de faire des mesures à réception. Ça vous permet quand même de vous assurer que ce qu'on vous a mis en œuvre, ça correspond à ce qui était écrit sur le papier et que ça fonctionne. Je vous ai dit que dans la RE 2020, maintenant, il y avait une obligation de faire des mesures dans l'habitat neuf. Dans l'idée, ils ont laissé la porte ouverte pour faire la même chose dans le tertiaire neuf. On n'y est pas. Je ne peux pas vous dire à quelle échéance ça viendra. En revanche, c'est quand même le fil, c'est un petit peu le sens qui a l'air de prendre l'histoire, de quand même réfléchir à cette problématique-là avant de rénover massivement et de faire des bêtises un peu massivement. Et maintenant, au cours de la vie du bâtiment, ce qui va faire que ça fonctionne ou pas, ça va être aussi l'entretien. Et là, du coup, ça va être largement développé dans la présentation qui suit. Je vous ai mis là un certain nombre de ressources. Donc, les deux images sont cliquables. Le site bâtiment ventilation, c'est vraiment le site de référence piloté par le ministère, géré entre autres par le CEREMA, dans lequel vous allez avoir toutes les normes, toutes les réglementations, tous les guides de bonnes pratiques, notamment le DTU 68.3, mais qui s'applique que dans le logement. Ceci étant, comme on n'a pas de normes dans le tertiaire, vous pouvez quand même piocher dedans pour vous en inspirer. Vous avez des projets comme Premier Vent tertiaire qui vous donnent aussi des manières d'échantillonner les bâtiments pour faire des mesures sans avoir à mesurer toutes les bouches de tout le bâtiment. Bref, vous allez avoir plein de ressources sur ce site-là.
Et en dessous, vous avez une vidéo qui est plus grand public qu'on a faite nous, qui dure, en gros, vous voyez 4 minutes 50, qui vous permet de résumer ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Je n'ai pas le temps de vous la passer, mes excuses, et qui peut être intéressante même dans le cadre de l'habitat individuel. Donc, en termes de, comment dire, pour se faire la main, ça peut être intéressant pour vous de commencer par regarder la petite vidéo et de regarder chez vous comment ça fonctionne. Ça vous fait une première évaluation dans un bâtiment qui est plus petit, donc moins difficile pour avoir une vision d'ensemble. Et après, par contre, il va falloir effectivement l'appliquer dans le tertiaire, dans le cadre de vos travaux respectifs. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je vous ai mis un petit clin d'œil. Ça, c'est un document d'hygiène pratique dans lequel vous voyez en 3e position air confiné égale air vicié, tenez vos fenêtres ouvertes le jour et entrouvertes la nuit. Bref, tout ça pour dire qu'on n'a pas inventé grand-chose et qu'on reprend conscience maintenant finalement de choses qui étaient bien connues de nos ancêtres. Merci Ambre pour cette présentation très claire. Donc le but là était vraiment de reprendre les bases. Dans le chat, alors il y a eu quelques discussions que je vais me permettre de te relayer. Est-ce qu'on parle de RT ou de RE vu qu'on est en pleine transition? Et bien sûr adapté au tertiaire, parce que c'est aussi l'exercice qui est difficile d'avoir sectorisé le logement d'un côté avec un certain périmètre réglementaire et pas forcément le tertiaire. Alors maintenant, pour le 9, on est dans la RE depuis 2020. Alors, il y a eu des décrets successifs qui ont donné des années peut-être un petit peu différentes pour les établissements médico-sociaux. Je ne les connais pas tous par cœur, les décrets, parce que c'est vraiment du monde de la thermique. Mais en tout cas, maintenant, on est sur la RE 2020. Par contre, suivant l'âge de vos bâtiments, ils étaient soumis à d'autres obligations. Et donc, les RT ne sont pas complètement à oublier parce que vos bâtiments répondent certainement plus à des RT qu'à la RE, à part si vous construisez neuf de manière très régulière. Merci. Et autre question, alors, c'est par rapport, alors c'est une remarque, c'est une réflexion finalement à voix haute, le taux de polluants extérieurs à un instant T dans un environnement donné ont une incidence sur la qualité de l'air, et ce malgré une ventilation régulière et suffisante des occupants. Non, donc ça, c'est de poser la question. Donc effectivement, il y a une réflexion à avoir entre les polluants extérieurs, la qualité de l'air intérieur, et ça, c'est un exercice dynamique qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, mais on y viendra petit à petit grâce à la réglementation sur la surveillance de la qualité de l'air intérieur qui va arriver pour les établissements médico-sociaux. Ambre, je te laisse compléter. Je pense que de manière générale, ce qu'il faut retenir, et c'est vrai pour une grosse majorité du temps, c'est que l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Donc, si vous avez une ventilation, ne l'arrêtez pas parce qu'il y a un pic de pollution. Maintenant, effectivement, c'est peut-être quand il y a le gros pic de pollution et que vous êtes pile au-dessus du périph', c'est peut-être pas le moment d'aérer en grand. Mais après, suivant les polluants qui sont incriminés dans le pic de pollution, ils ont des dynamiques différentes et donc ça n'empêche pas forcément d'aérer. Après, sachez quand même que la pollution extérieure, encore une fois, quand on a une alerte, c'est sur un polluant. Rappelez-vous de tous les polluants qu'on a à l'intérieur. Donc, la balance, à mon avis, ne penche pas forcément en faveur du fait d'aller se confiner à l'intérieur quand même. Et on doit aussi compléter en parlant qu'on est hors situation accidentelle. Parce que là, on est encore sur un autre cas. Oui, je n'ai pas d'usine Céveso qui a explosé quand je vous dis ça. Voilà. En fait, il y a énormément de subtilités et il faut qu'on maîtrise en fait ces bases pour arriver après sur la conscience de ces événements de pollution. On ne va pas parler de la même chose. Et comment fonctionne notre système de ventilation pour savoir bien réagir, là par contre, en situation de crise. Il a été aussi complété dans le chat de ne pas obstruer les bouches d'aération. Et une autre question, mais là qui vise le particulier, pas le tertiaire. Un particulier peut-il mesurer lui-même le taux de COV dans son lieu d'habitation? Alors oui, mais il ne saura pas forcément quoi en faire. Il existe plein de petits capteurs que vous pouvez acheter qui ont des performances et des fiabilités tout à fait variables de l'un à l'autre. Je ne vous recommande pas forcément de le faire, sincèrement, à part si vraiment vous avez une problématique spécifique. Après, ce qu'on fait, nous, dans les campagnes de mesure en recherche chez les particuliers, c'est poser des capteurs type radialo. Donc, c'est des géloses, en fait, qui vont absorber les polluants. On les pose sur un temps donné, en général une semaine. Et après, on les envoie au labo et on a une liste de molécules avec des taux en face. Maintenant, des composés organiques volatiles, il en existe beaucoup. On n'a pas forcément d'effet sanitaire pour chacun, on n'a pas forcément de valeur seuil pour chacun. Donc, ça peut vite être un moyen de se noyer. Ce n'est pas forcément une porte d'entrée facile pour un particulier, je pense. Oui, et là, je te rejoins tout à fait. On ne soupçonne pas la quantité de polluants chimiques qui ont envahi notre quotidien. Et donc, les subtilités pour le particulier, l'idée n'est pas vraiment de faire peur, mais ce n'est pas du tout ça. L'idée, c'est vraiment d'améliorer la qualité sanitaire à l'intérieur du bâtiment en ayant plutôt des démarches de prévention. Et un des piliers, c'est le renouvellement d'air. On évacue tous les polluants.
Maintenant, je vous propose de passer à une deuxième séquence. Ce sont des retours d'expérience dans des établissements tertiaires. Donc, je vais vous partager la présentation donc, de Christian Hills et qui doit pouvoir nous rejoindre en direct en allumant sa caméra et son micro. Bonjour Christian, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Alors, j'espère que la présentation arrive à se partager. Voilà, normalement, vous devez l'avoir affichée. Oui, c'est bon, elle est affichée là. Je te passe la parole, Christian, et je ferai le guide des diapositives. Oui, donc du coup, c'était vous faire un petit peu une explication concrète de ce qu'on peut retrouver dans des établissements. Donc c'est plus un retour d'expérience de ce qu'on a déjà pu constater sur différents bâtiments médico-sociaux. Donc ce qu'on peut conseiller pour compléter un peu ce qui a été dit avant, c'est qu'il faut faire un état des lieux de vos bâtiments. Donc savoir identifier quel type de ventilation est en place. Alors surtout le faire bâtiment par bâtiment parce qu'on peut retrouver différentes générations ou de types de ventilation. Ensuite, ce qu'il faut aussi essayer de retrouver via les services techniques, c'est les plans des réseaux. Parce que ça permet de faciliter quand vous allez faire des relevés ou les faire. Tout dépend si vous avez la compétence en interne ou pas. Donc relever les débits d'entrée d'air et puis d'extraction. Donc ça, je sais que je l'ai fait sur un établissement où avec un appareil de mesure, on mesure les débits extraits et puis après on regarde un peu, c'était de la simple flux, on fait un relevé des entrées d'air par des grilles sur les fenêtres. Ce que vous pouvez aussi demander, c'est lors des audits énergétiques, quand vous en faites faire, c'est le recensement des équipements. L'auditeur, lui, pour pouvoir faire un rendu correct, il relève les équipements, notamment leur puissance, et souvent ils prennent la fiche signalétique en photo pour savoir ce qu'il en est. Donc ça, vous pouvez redemander aussi ces éléments si vous n'avez pas forcément fait ce relevé en interne. Ensuite, donc voilà, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que le renouvellement d'air, il est pour les usagers, mais aussi pour assurer le bon fonctionnement des appareils. Alors là, on a mis chaufferie, cuisine, la sécurité gaz, mais ça peut aussi être sur des problématiques spécifiques comme la ventilation adaptée pour le radon ou des pièces spécifiques. Donc, par contre, ce qu'il faut bien faire, c'est ne pas oublier de vérifier que ça fonctionne toujours. Parce qu'on a aussi un cas de figure pour traiter du radon. Et il faut être sûr que la ventilation qui a été mise en place fonctionne toujours. Voilà. Du coup, Karine, tu peux passer la slide. Donc, toujours dans les états des lieux, vérifier le contenu du contrat. Parce qu'on s'aperçoit que ça peut être sous-traité à une entreprise, mais pas forcément réalisé. Donc voilà, ça va bien faire attention à tout ça. Nous, on a eu le cas, donc on s'est retrouvé avec quelques difficultés, et puis au final, c'était prévu dans le contrat. Donc l'entreprise a été sollicitée et a fait le nécessaire pour reprendre son retard. Organisation du travail, donc voilà, c'est un peu ce que je disais, c'est soit vous avez la compétence ou les personnes en interne pour le faire. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est bien transmettre entre les équipes et puis donc les informations, réaliser son autocontrôle et puis suivi des évolutions techniques et réglementaires. Donc du coup, ça s'impose au maître d'ouvrage de bien suivre tout ça pour rester dans la réglementation et puis voir les évolutions. J'ai eu le cas aussi par expérience d'installation d'horloges sur la ventilation. Donc ça rejoint tout à fait ce que disait Ambre, hein, surtout ne pas le faire parce que du coup vous arrêtez votre ventilation et en plus cette ventilation, alors c'est un peu cocasse mais ça avait été mis en place pour
parce que la ventilation faisait du bruit. Donc c'était pendant la période d'occupation du site. Et puis le soir, c'était remis en route alors qu'il n'y avait plus personne dans l'établissement. Donc voilà, c'est ça vraiment des petites choses à vérifier, mais qui existent. Donc intégrer les résultats d'activité volumique de radon, si elles sont disponibles. Voilà, parce que si vous travaillez sur cette problématique et que votre établissement est dans une zone critique, voilà, donc bien toujours garder les éléments pour retravailler sur des actions à mettre en œuvre derrière, quoi. Voilà. Tu peux changer de slide. Après, donc, on aborde un petit peu la simple flux, les différents types de VMC, mais ça rejoint ce que disait Ambre. Donc, vérifier l'état des mortaises, parce qu'on peut se retrouver, comme il y a une sorte de petit ami à l'intérieur, qu'avec les années, elle se bouche. Donc, on pense qu'on a du débit, mais ça passe pas. Donc, il faut voilà, vérifier tout ça. Elle nettoyer régulièrement. Vérifier le bon fonctionnement de l'extraction. Ça, donc, voilà, vous pouvez vous dire, vous entendez le moteur, mais par contre, il peut y avoir une courroie, et puis que cette courroie soit cassée. Donc, voilà, faire toujours, si vous le faites en interne, à vérifier par vous-même, ou si c'est sous-traité, que l'entreprise vérifie bien tout ça, et vous dise bien que c'est toujours fonctionnel. Et puis autrement, si vous mettez, par exemple, des GTC ou GTB en place, mettre un pressostat de défaut qui pourrait vous remonter justement à une perte de pression, ou en tout cas de débit, et qui vous donnerait une alerte sur votre GTC. Voilà. Si tu peux passer. Donc ça, c'est les règles de base d'entretien. C'est un exemple là, la photo, assez parlante. Donc nettoyage des bouches d'extraction, ça c'est très important. Contrôle des débits pour vérifier l'équilibre entre les arrivées et les extractions. Alors on a aussi fait un travail sur un établissement de recroiser les données avec le DOE pour réadapter au plus juste les débits, déjà par rapport à la théorie initiale. Et puis, quand tout est bien nettoyé, que les filtres sont changés, eh bien, on peut être gagnant aussi en termes d'économie d'énergie, puisque les moteurs vont tourner à leur régime nominal et pas à des vitesses supérieures pour compenser toutes ces pertes de charge. Voilà, slide suivante. Donc ça, c'est quelques images, mais bon, ça rejoint tout à fait ce qu'a pu dire Ambre tout à l'heure. Donc les mortaises dans les volets, donc à vérifier leur vacuité. Les portes, bon là on voit pas très bien, mais le détalonnage des portes. Et puis que les bouches soient bien nettoyées, bouches d'extraction. Voilà, slide suivante. VMC double flux, donc on est toujours dans la même logique. Nettoyage des bouches, insufflation, donc ça change par rapport à la VMC simple flux, mais insufflation et extraction une fois par an, toujours conseillé comme ça. Vérifier le bon fonctionnement des moteurs, ça rejoint la simple flux dans le même état d'esprit. Remplacement des filtres, donc ça, il y a quelques années, les fabricants préconisaient une fois par an. Par contre, en fonction de votre environnement, ou de l'usage, de la quantité de personnes, du bâtiment, voilà, on peut être amené à changer plus régulièrement les filtres. Et ça a aussi un impact puisqu'il y a un encrassement des filtres. Et comme je vous le disais avant, ça peut augmenter vos consommations électriques du système, puisque les moteurs vont, pour avoir toujours les mêmes débits, vont augmenter leur vitesse si les filtres s'encrassent. Donc voilà, il est des fois plus favorable de changer des filtres pour que le moteur tourne à son régime nominal. Oui, voilà, bien toujours contrôler les débits, pareil de la même manière, entre l'insufflation et l'extraction, pour pas se retrouver en dépression ou en surpression. Voilà, slide. Ouais. Donc ça, c'est des exemples un petit peu d'accès ou
ou de perte de charge. Donc sur la gauche, on peut voir un accès qui n'est pas forcément facile. Mais bon, ça, vous ne pourrez pas forcément le changer. Voilà. Et puis vous avez de ventilations qui sont sur le même pan de plafond. Donc, bon. Voilà. Et sur la droite, on peut voir toute une série de coudes qui vont générer des pertes de charge. Donc voilà, si vous êtes aussi intégré dans les projets et que vous avez ce suivi, veillez à ce que les réseaux soient le plus linéaires possible en limitant le nombre de coudes. Donc quelques exemples, voilà, ça va compléter un petit peu ce que je disais. On a eu le cas, j'avais eu le cas d'un signalement d'humidité dans une chambre de résident. Donc on était sur un bâtiment avec CTA double flux. Au moment de l'analyse, en fait, je me suis aperçu que c'était la bouche qu'on a pu voir quelques slides précédemment, qui était complètement bouchée. Donc là, on l'a nettoyé et puis c'est reparti. Enfin, je veux dire, le problème a été résolu. Par contre, là, on s'est aperçu que le contrat prévoyait le nettoyage de la bouche et ça n'avait pas été fait. Donc, on a sollicité le prestataire qui a repris tout ça. Mais voilà, d'où l'importance de bien suivre, de faire un point régulier avec l'entreprise et puis lui demander un état des choses qui ont été faites. Voilà. Donc là, on parle un petit peu de radon. On s'est retrouvé sur un établissement où il y avait une présence de radon. Une VMC a été installée, mais par contre, les débits n'avaient pas été correctement ajustés. Donc on s'est retrouvé à mettre en dépression le bâtiment et du coup amplifier le problème. Donc le travail il a été fait de rééquilibrer les débits entre ce qui entrait, et tout ce que j'ai pu vous dire, voilà, qu'on ait vraiment un équilibre pour pas mettre en dépression ou en surpression. Là, on a eu le cas aussi sur un bâtiment où des maux de tête. Donc les gens ont pensé à plein de choses et en fait, quand je suis allé sur la pièce concernée, on n'avait pas du tout de renouvellement d'air, pas d'arrivée d'air sur la fenêtre et puis pas d'extraction non plus à proximité. Donc là, voilà, c'est des choses à corriger. Pourtant, un bâtiment pas très ancien, mais voilà, il y a dû y avoir un loupé au niveau de la construction sur cette pièce, puisque c'était une pièce sèche, mais qui n'avait pas d'entrée d'air. Donc ça, ce sera une correction à apporter. Voilà. Bon, après, ça rejoint tout à fait ce qu'on a pu dire précédemment, c'est bénéfice d'une bonne ventilation. C'est de plus en plus indispensable. Et par rapport au bâtiment qu'on est en train de construire avec les nouvelles normes qui sont étanches. Donc voilà, ça apporte un bien-être des résidents, des salariés, lutte contre l'humidité, donc prolifération éventuelle de moisissures, et puis bien sûr l'évacuation des polluants et de l'air intérieur. Pardon. Après, vous pouvez rester vigilant aussi si vous entendez un bruit anormal. Voilà, ça peut être les prémices d'un dysfonctionnement ou de filtres qui s'encrassent. Sinon, avec nos bâtiments de plus en plus étanches, être très vigilant à une panne totale, parce que là, il faut réagir très vite. Voilà, sinon, le taux d'hygrométrie augmente très vite, et puis les polluants, le taux de polluants aussi augmente très vite. Donc voilà. C'est un peu la conclusion qu'on peut faire. Et puis, ouvrir les fenêtres en cas de mesure, voilà, en cas d'urgence, on va dire. Voilà. J'ai fini pour ma part, Karine. Merci Christian, en fait, pour cette Voilà. présentation très claire. Je vais te transférer, je vais évoquer quelques questions du chat, si ça a suscité des Je questions. n'ai pas pris le temps de les regarder. Attends, je vais te les dire en direct. Alors, il y avait une question de ne pas arrêter la ventilation. Est-ce valable pour une CPA en cuisine? Alors, la cuisine est un lieu spécifique qu'on n'a pas abordé là,
Mais Alors par vas-y. contre, ce qui peut se passer, alors cuisine, si c'est une ventilation pour les occupants, il faut la laisser. Par contre, là où j'ai déjà vu des choses, c'est par exemple la haute, quand vous avez un lave-linge, un élément, un lave-vaisselle, qui va, au moment de l'ouverture, générer de la vapeur d'eau. Donc là, vous avez des hottes d'aspiration. Donc celle-là, il faut qu'elle puisse se déclencher au moment de l'ouverture. Donc souvent, c'est une action manuelle ou sur détection, mais c'est plutôt manuel. Et par contre, ce qu'il faut aussi, là où il faut être vigilant, c'est que vous ayez bien une amenée d'air de compensation. Parce que certaines fois, elles ne sont pas présentes, ou alors elles ont été obstruées. Et là, du coup, il peut y avoir un inconfort au niveau des salariés qui travaillent dans cette pièce. Donc, il faut laisser en fonctionnement, pour répondre, voilà, il faut laisser en fonctionnement, dans tous les cas, la ventilation pour les humains. Après, si c'est pour le process de la cuisine ou d'une laverie, il faut adapter en fonction de la génération d'humidité, quoi, enfin, de vapeur d'eau. Mais il faut qu'il y ait une compensation qui se fasse. Merci Christian en fait pour cette précision. C'est vrai que là on l'a peut-être pas trop abordé, mais dans la méthode, il est vraiment important d'avoir en tête que la ventilation, quel que soit le système, c'est un équipement qui doit être remis en adéquation avec les usages et avec des actions ponctuelles. Et là, en fait, dans le webinaire, on précise des généralités qui revient à chaque établissement d'adapter à son cas particulier. Lorsqu'on a des conseillers en transition énergétique et écologique en santé comme Christian, c'est vrai que ça va aider parce qu'en fait, il faut être sur place parce qu'il y a peut-être des éléments qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas pensé à dire parce que chaque bâtiment est particulier. Donc, c'est cet exercice aussi qui est difficile de bien penser aux usages, si on est dans des locaux spécifiques ou pas. On n'a pas évoqué les normes, on n'a pas évoqué les filtres, on n'a pas évoqué les dispositifs des CTA ou la problématique de l'air recyclé dans certains bâtiments qui ne sont pas forcément appropriés en fonction des usages. Je reprends dans le chat. Une remarque, un complément a été apporté de prévoir des mesures des taux d'humidité dans les locaux avec enregistrement sur une semaine idéalement pour compléter l'état des lieux. C'est vrai que l'humidité, c'était aussi une des vocations des systèmes de renouvellement d'air, d'enlever cette humidité que l'être humain aussi va dégager. Donc, on a les process et on a aussi les occupants. Dans les questions, alors dans les points aussi qui ont été signalés, d'autres établissements manifestement ont le même problème d'avoir des prestataires qui disent avoir fait une prestation sans forcément la faire. Donc, on ne peut qu'attirer votre vigilance sur le fait de bien regarder vos contrats, qu'ils comprennent. Donc, pour compléter, alors c'est des questions qui sortent un petit peu peut-être des établissements sanitaires, mais en immeuble collectif, les occupants sont souvent confrontés au bruit de fond de la VMC simple flux. Un propriétaire peut-il équiper ses bouches d'un système plus silencieux ou le proposer au syndic pour l'ensemble des lots? Est-ce que tu sais, Christian? Là, ça fait un peu référence au travail que je faisais avant, mais souvent, dans le collectif, on pouvait se retrouver avec des débits qui n'étaient pas forcément équilibrés, même au niveau de l'extraction. Donc, on pouvait avoir un logement qui était proche du moteur d'extraction, puis qui avait des débits plus importants que celui qui était plus éloigné. Mais ça, en fait, ça pouvait être réglé par la mise en place de registres de réglage. Et c'est pas forcément, les anciennes installations n'étaient pas forcément équipées de tous ces éléments-là. Donc, ça permettait pas forcément d'équilibrer. Alors, je sais qu'il peut y avoir, pour atténuer le bruit, par exemple, sur les nouveaux systèmes de simple flux hygroréglables, vous pouvez avoir des atténuateurs au niveau des entrées d'air aussi, qui atténuent un peu le bruit d'une voie de circulation, enfin d'un axe routier éventuellement. Sur les extractions, c'est moins évident parce qu'il faut déjà contrôler votre débit pour voir si vous n'êtes pas en dérive, quoi, en fait, par rapport à l'extraction de la pièce. Ça peut déjà être à contrôler, quoi. Merci, Mais, Christian, ouais. pour ce complément. Et dernière question, en plus des bouches d'extraction, faut-il prévoir un nettoyage des conduits d'extraction? Ah, ça, c'est une question qui est un peu compliquée parce que il faudrait.
ce qui a lancé, on est toujours confronté au moment où on va nettoyer les conduits, c'est comment on va gérer tout ce qu'on va extraire. Il y a des sociétés spécialisées qui le font, ça a un coût. Là, par exemple, sur un établissement, on aimerait le faire, mais par contre, c'est du conduit annelé. Et l'entreprise ne veut même pas s'y risquer. Voilà, ça risquerait de tout abîmer, parce que c'est pas du rigide. Donc voilà, c'est toujours compliqué de lancer un nettoyage. Normalement, il faudrait le faire, mais c'est adapté aussi. Et ça coûte assez cher. Et oui, Parce que, et c'est adapté en fonction de ce que vous avez dans l'existant. Parce que même pour oui, l'entreprise intervenante, c'est une prise de risque qui ne vaut pas le coup de prendre le risque oui, lorsqu'on part sur des bâtiments, je ne vais pas dire mal conçus, mais conçus avec un certain modèle de raisonnement à une époque, sans oui, forcément avoir la vision de l'entretien et de l'exploitation. Parce oui, qu'effectivement, dans la construction, on sépare vraiment la construction d'un là projet, maintenant. Mm. il est livré, et ce n'est pas forcément ceux qui l'ont conçu qui l'occuperont et qui devront l'entretenir. Donc, un projet en amont, on réfléchit justement en tant que maître d'ouvrage à cette vision plus long terme des équipements, leur accès, est-ce que c'est facilement, Mm. est-ce qu'on peut les entretenir ou pas. Et c'est pour ça qu'il est très important de maîtriser l'utilité ou l'usage, le rôle de chaque grande famille d'équipements sans être forcément des professionnels de la ventilation. Donc, je vous remercie, Christian et puis Ambre, pour ces différentes présentations. Pour terminer ce webinaire, donc, et pour résumer finalement, un petit bug de système, le temps qu'apparaissent les diapos de fin. Donc, ce webinaire avait pour vocation de rappeler juste les bases avant d'aborder la transition énergétique, car vous l'avez compris, si on rend les bâtiments étanches à l'air sans se préoccuper du renouvellement d'air, on risque de développer des bâtiments malsains à grande échelle. Aujourd'hui, ce qui nous importait, c'était de vous apporter des clés de méthode pour que vous puissiez regarder vos établissements, voir ce qui existe, d'où vous partez, justement pour repartir sur de bonnes bases et intégrer cette composante dans tous vos projets de rénovation ou peut-être de futurs projets de construction. Pour s'entraîner sur des volumes simples, c'est vrai que souvent on recommande de prendre des volumes dédiés au logement. L'exercice est assez facile. Quand on sait le faire sur du logement, on sait en général, enfin, on comprend la complexité qu'on va avoir dans des bâtiments tertiaires qui ont des surfaces beaucoup plus importantes. Donc, vous l'avez compris, l'important, c'est déjà disposer des plans du bâtiment, des réseaux, donc à recouper avec l'âge du bâtiment pour comprendre son époque de construction avec les recommandations à un moment donné, d'identifier le système de renouvellement d'air, parce que même là, l'exercice n'est pas toujours facile, s'il a été rajouté après son époque de construction initiale, et puis de voir si ces systèmes de ventilation ont donc des usages spécifiques pour une problématique de radon, une salle contrôlée, par exemple dans des établissements sanitaires, des cuisines. Donc là, on va recroiser ces indications vraiment avec l'usage, et on doit vraiment avoir une adéquation entre l'équipement et l'usage, et avec ou sans cadre réglementaire, vous l'avez compris. Le but aussi de ce webinaire, c'était aussi d'attirer votre attention, de bien vérifier le fonctionnement de ces équipements de façon réelle, notamment en mesurant, lorsque c'est possible, les flux d'air entrants et sortants. Et ces informations de la réalité, de les recouper si vous disposez encore des documents théoriques. Cela peut vous alerter finalement sur les écarts entre ce qui était prévu, préconisé, réellement mis en œuvre et comment aujourd'hui l'équipement fonctionne. L'idée, c'est que vraiment, dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, vos bâtiments disposent d'un système de renouvellement d'air qui fonctionne réellement, en adéquation avec vos usages. Il existe un certain nombre d'outils. Vous avez le site de la MAPES, donc, qui est de la mission d'appui à la performance des établissements et services sanitaires et médico-sociaux, qui est l'équivalent du programme OZET, mais là pour les Pays de la Loire. Ils ont défini aussi des fiches méthodes sur ces enjeux-là.
j'ai recité en fait le site bâtimentventilation.fr où là vous avez un outil, une plateforme qui capitalise de nombreuses informations dédiées aux équipements de la ventilation. J'aurais pu rajouter effectivement le site aussi Jurabat qui devient Batisphère, où là il y a une dimension un peu plus globale où on va reprendre les enjeux liés à la qualité de l'air intérieur. Je modifierai le diaporama pour vous rajouter ce site et aussi sur les problématiques liées au radon. Vous pouvez retrouver d'ailleurs l'année dernière les 2 replays sur la problématique radon, sur la problématique qualité de l'air intérieur, justement pour recouper ces enjeux avec des polluants spécifiques. Et en fait, à travers ce webinaire, comme nous l'avions évoqué l'année dernière, on commence à vous préparer et à construire des outils en vue de la future réglementation sur la surveillance de la qualité de l'air intérieur qui va viser donc les établissements médico-sociaux. Il y aura un volet évaluation annuelle des moyens d'aération et des systèmes de ventilation qui sera donc à reproduire chaque année. Donc, l'exercice est beaucoup plus simple aujourd'hui dans la réglementation parce qu'on va juste apprendre à identifier, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est la réalité et on veut que ces dispositifs fonctionnent. Donc, je vous en remercie d'avoir participé à ce webinaire. Si vous souhaitez poser encore quelques questions, c'est possible. Sinon, je vous souhaite un bon appétit et nous nous retrouverons pour de prochaines sessions de webinaire, notamment même la semaine prochaine pour les aides financières. Merci. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vois que le chat est apparu. On est un conseiller en transition énergétique pour tous les sujets. Des moyens humains seront-ils mis en place pour la qualité de l'air intérieur? Alors, bonne question. Aux dernières nouvelles, cela n'est pas prévu. Mais bon, après, les choses peuvent évoluer, hein, donc il faut peut-être faire remonter ces besoins. En tout cas, nous, on essaiera de vous apporter au mieux des outils pour vous aider, pour vous accompagner au niveau du programme Vivet. Mais c'est un vrai sujet, on se rend bien compte de la nécessité des moyens. Nous vous souhaitons à tous donc une très bonne journée et on se retrouvera pour un prochain webinaire. Merci, au revoir.